Madame, il est 9 heures passées de 5 minutes. Merci de nous rejoindre. L'émission Face à face aux auditeurs. Aujourd'hui avec Joé Bédier, le maire de Saint-André qui est avec nous ce matin. Joé Bédier, bonjour. Bonjour La Réunion, bonjour Saint-André. Ouais, bonjour Saint-André, bonjour La Réunion. Vous avez bien raison, tout le monde nous écoute en ce moment. Joé Bédier, dans quelques instants, vous serez interrogé par nos auditeurs sur le 02 62 99 10 00. Mais avant cela, on rejoint également notre journaliste éditorialiste Yves Montrouge. Bonjour Yves Montrouge. Oui, bonjour. On déroule un casque. Non, effectivement. Oui, mais nous va voilà, regarder. c'est fait maintenant. Voilà, comme ça nous entend, nous toutes et nous voit nous. Alors justement, émission politique pour parler un petit peu de Saint-André. Yves Montrouge, justement, il y a de l'actualité dans l'air. Il y a beaucoup d'actualités, effectivement, mais donc pour resituer un petit peu Joé Bédier, le personnage, donc je rappelle qu'il a été élu en 2020. juillet 2020, d'accord, plus de 10 000 voix face à son concurrent Jean-Marie Vérapoulet, donc une différence d'à peu près 900 voix, c'est ça. Et vous avez 66 ans, Joé Bédier, vous êtes père de famille, 2 enfants, et vous êtes grand-père également, vous êtes militant depuis très longtemps, vous avez milité au sein de l'opposition, vous avez été dans l'opposition pendant plus de 20 ans, l'opposition face à Jean-Paul Vérapoulet maintenant, et puis vous avez fait un bout de pouvoir avec Éric Fruiteau en 2008-2014, et puis vous avez été élu vous-même 2020, c'est ce que je disais à l'instant. L'actualité, 2 sujets brûlants qu'on ne va pas pouvoir éviter parce qu'il s'agit de la sécheresse, du manque d'eau, et puis des violences urbaines. On parle beaucoup de Fayard. On commence par la sécheresse, puisque on en a parlé encore récemment, voire même tous les jours à Saint-André. On en parle beaucoup. Quand il pleut pas, il n'y a pas d'eau. C'est un problème de sécheresse. Et quand il pleut, maintenant, on a vu en début de semaine, il n'y a plus d'eau, Joé Bédier, et vous êtes constamment interpellé, sollicité, et puis les gens ne comprennent pas trop, puisqu'il y a une compétence qui est passée à la CIRES, au MAN de la CIRES depuis 2020. Alors, c'est la faute à qui quand il n'y a pas d'eau à Saint-André ? Il faut resituer aussi la situation, puisque la sécheresse qu'on vit actuellement est vraiment une situation inédite. On n'a pas connu ça depuis plus de 50 ans. Et effectivement, moi, je comprends parfaitement. Moi, j'aurais été à la place des gens, de la population, j'aurais crié également. Sauf que, après, il faut bien distinguer les choses. Aujourd'hui, ils mettent tout sur le dos le maire. Sauf que si on reprend vraiment le sujet depuis un certain temps, on sent là qu'il y avait un manque d'anticipation. Je ne le dis pas pour mettre la faute sur les autres. C'est pas du tout. Mais quand on me pointe du doigt, j'ai envie de vous dire, c'est comme si demain, par exemple, quelqu'un il travaille dans une grande surface, il s'occupe, par exemple, du rayon fruits et légumes, et ou vient voir lui, ou dit Ali, comme ça, la puis fromage, dans le rayon fromage. Sauf que c'est pas de ma compétence. C'est pas du tout de ma compétence. Si je le faisais, je serais en faute. Et il y a des gens aujourd'hui qui ont cette responsabilité. Déjà d'anticipation, ceux qui ne sont plus réellement aux responsabilités aujourd'hui, et ceux qui sont aux responsabilités qui n'ont pas anticipé. Là, ils commencent à dire, on va prendre de l'eau Sainte-Rose, on va faire ci, on va faire ça. Mais quand on dit ça aujourd'hui, le temps des études, le temps de la mise en place, c'est 4-5 ans. Est-ce qu'en tant que maire, vous avez un rayon d'action, justement ? Est-ce que vous pouvez intervenir Je peux intervenir. Oui. Et c'est ce qu'on fait. D'ailleurs, là, on a provoqué une réunion d'urgence ce lundi en présence du sous-préfet, parce qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui, quand on a de l'eau, et je ne dis pas qu'on oublie. Quand on a de la pluie, vous voulez dire, mais qu'on n'arrive pas à capter. Quand on a de l'eau qui coule, et qu'on ne remplit pas les réservoirs, et on nous dit que ça a été bouché. C'est le cas du captage des lianes. Voilà, tout à fait. J'ai vu aussi un communiqué de la SPL Énergie qui dit, mais attendez, il faut dire la vérité, il y a quelque chose qui ne marche pas depuis 3 ans. On avait une grille. Rien n'a été fait. La SPL Énergie, c'est la région, il faut le préciser. Ouais. Peu importe. C'est une SPL qui s'occupe de ça et qui dit... oui, nous, ça fait un moment qu'on alerte. Il y a des choses qui ne fonctionnent plus depuis 3 ans, mais on ne répare pas. On pensait que ça allait couler comme ça. Et que comme c'est le cas depuis des années. Que jamais on serait confronté à cette sécheresse et qu'on n'aurait pas de problème. Sauf que quand on a des problèmes aujourd'hui, on voit nos défaillances. Et c'est ça aussi, être
un élu responsable, être des élus responsables, c'est toujours voir qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui n'est pas urgent. Alors C'est tout. aujourd'hui, l'eau, l'alimentation en eau est urgente pour la population de Saint-André. Mais est-ce que vous pouvez apporter des réponses concrètement, donner des délais, enfin être précis sur ce qui va se passer dans les prochains mois? Alors, moi, perso, non, parce que je suis pas en responsabilité. Vous savez, la loi NOTRe de 2015 a délégué, a donné cette compétence à la CIRES. Donc vous subissez aux intercos. Vous subissez. Ben, bien sûr qu'on subit, on subit, la population subit. Mais nous, on est là toujours pour dire, vous savez, on en a plein de courriers sur lesquels on a alerté dès le début en réunion donc communautaire. On n'a pas cessé d'alerter. Après, on nous prend aussi pour des perturbateurs quand on dit des choses. Mais moi, je suis pas un perturbateur. Moi, on n'est pas venu faire maire juste pour un titre, juste pour quoi que ce soit. Il suffit de venir à Saint-André, de voir les réalisations. Un chiffre. Depuis qu'on est là, la moyenne, c'est à peu près 20 millions d'investissements. Depuis 4 ans, on investit 150 millions. D'accord. Ça, c'est au niveau de la municipalité. On y reviendra dans un instant quand on parlera bilan et projet. J'aurais dit, pour rester sur la thématique de la sécheresse, d'accord. Il y a eu cet épisode. Il n'y a pas d'eau dans les robinets. On a entendu les auditrices, les auditeurs. Mais il y a eu une polémique aussi pendant cette période de la sécheresse parce que les gens ont appelé pour dire que le maire n'est pas là. Le maire est parti battre carré en Inde. Oui. En fait, il faut savoir que j'ai été invité par le gouvernement du Tamil Nadu et de la Chambre de commerce du sud de l'Inde. C'est pas rien. Je m'y serais pas allé en Inde. On me l'aurait reproché. Parce que là, franchement, il y avait une occasion d'aller vraiment discuter, d'échanger. Parce qu'il faut pas oublier, mais dit ça comme ça, Saint-André, c'est la capitale malbar de la Réunion. Et cette particularité n'a jamais été valorisée par aucun responsable politique. Ce que m'y trouve dommage. C'est un atout aussi, hein. Quand nous en a des atouts comme ça, il faut pas le négliger. Donc ce rapprochement international entre la France et l'Inde, les notables depuis 2024, et moi m'y inscris totalement dans cette démarche légitime pour établir des liens durables avec l'Inde au niveau culturel, voire économique. Et puis, il y a une affaire comme elle arrive là-bas. On connaît dans la Bahia d'Along. Et aujourd'hui, il y a eu la suppression de ce vol d'Air Austral avec l'Inde, tu connais, mais j'espère que ce sera rétabli. Mais comme elle arrive là-bas, il y a une affaire, on l'a compris. Cette ressemblance. Et puis, cette barrière de la langue. Une affaire est venue à moi dans la tête, me dit, mais non, comme Marmaille aujourd'hui apprend l'allemand. Mais pourquoi nous apprendrait pas nos enfants, nous initierait pas nos enfants au tamoul? Tu vois, toutes ces choses-là... Il y a des communes qui le font déjà, hein, c'est à La Réunion. Il y a des communes qui font déjà. Et d'ailleurs, moi, je voudrais rendre un hommage sur ce problème, pas problème, sur ce volet éducation. Il y en a 2 personnes qui l'inspirent. Madame Bello et Gilbert Annette. Tout le temps, Banda, m'étais avec Zot en région, et souvent, on discutait. Et l'apprentissage de la politique, c'est aussi ça, c'est d'écouter les autres. Et tout le temps, Zoti disait à moi la même chose, l'éducation, sois investi là-dedans. Ces 2 personnes, eh bien, il peut pas tromper à moi, parce que tout le temps, Zoti revenait sur le sujet de l'éducation, il disait, quand le marmaille de l'éducation, le marmaille, il grandit avec des connaissances, c'est un marmaille qui va grandir bien et va aller loin. Donc, j'ai ouvert cette parenthèse, Joël Bédier, vous avez répondu à la polémique qui existait à un moment donné, et vous êtes revenu à La Réunion juste avant la rentrée scolaire, et même quand il n'y avait pas de l'eau, toujours dans les robinets, même si ce n'est pas de votre compétence, vous dites que vous avez malgré tout assuré la rentrée scolaire en offrant des repas chauds aux élèves, et puis en ouvrant les classes, quoi. Oui, là aussi... Quand on est arrivé, il était question de reporter la rentrée scolaire. Et une question est venue. Moi, midi, aux collaborateurs, on va reporter. On est en pleine période d'une sécheresse inédite. Et si dans 1 mois, la pluie tombe toujours pas, donc la point l'école. Donc, à partir de là,
trouvons les solutions on doit trouver dans un mois. Pourquoi pas? Parce que reporter l'école d'une semaine, c'est pas rien. Parce que les enfants, moi j'ai fait la tournée de 2 ou 3 écoles. Les enfants sont heureux de reprendre les cours, de retrouver les copains. La vie sociale. La vie sociale, tout simplement. Et qui plus est, vous savez, à Saint-André, je le dis souvent, il y a 37% d'enfants qui vivent dans un milieu pauvre. C'est pour ça qu'on met autant d'animations aussi pendant les périodes de vacances scolaires. Mais l'école, c'est un lieu aussi qui permet un développement et qui permet cette égalité des chances. Toujours. Mais est-ce que vous n'êtes pas parti un peu vite quand même si on entend votre réflexion de dire dans un mois on aura la sécheresse, qu'est-ce qu'on fait? On le fait maintenant. Il y a eu quand même quelques ratés au niveau de la rentrée elle-même. Il y a des établissements où il n'y avait pas encore les toilettes sèches ou Le jour de la rentrée, effectivement, parce qu'il y avait un petit retard sur 2 ou 3 établissements. Oui, c'était pas la totalité. Je dis bien, il y a eu quelques ratés. Est-ce que c'est pas parti un peu vite justement dans la mise en place, dans le choix même de dire on maintient la rentrée? Moi, je considère que sur 30 écoles, quand on se fait livrer le jour même de la rentrée 2 ou 3 écoles, c'est pas catastrophique par rapport à la quantité d'enfants à qui on a assuré une bonne rentrée scolaire. Non, c'est catastrophique pour ceux qui n'en ont pas, justement. Oui, les autres, oui, effectivement. On peut le comprendre. Oui, ça, on peut le reconnaître. Oui. On peut le reconnaître, mais moi, je dirais pas que je suis allé un peu vite, parce que j'ai quand même assuré une rentrée scolaire dans de bonnes conditions, des toilettes, la distribution de l'eau, des repas chauds, alors que dans certains collèges, puisque j'ai entendu aussi des critiques, on vous a même appelé pour vous dire que dans tel collège, on a donné du pain et du pâté. Il fallait rectifier que pour les collèges, ça relève du conseil départemental. Tout à fait. Sur la sécheresse, toujours une dernière question, puisqu'on va passer aux violences urbaines, je pense. Au couvre-feu, oui. Au couvre-feu, effectivement. Donc, sur la sécheresse, la CIRES vous reproche, parce que il y a un problème au niveau de la tuyauterie, des réseaux d'eau, et on parle beaucoup des fuites souterraines, d'accord? Il y a à peu près 40% de fuites par rapport à la production globale de l'eau. La CIRES vous dit que c'est la municipalité qui a refusé les travaux concernant les réseaux souterrains. Le centre-ville notamment, je crois, qui était visé. C'est ça. Alors, il y a 2 choses. La vétusté des réseaux date de très longtemps. Première chose. Deuxième chose, quand la CIRES vous dit ça, la CIRES, en complicité avec un de mes concurrents, ne veut pas qu'on réalise des travaux à Saint-André. On vous met des bâtons dans les roues. On envoie des courriers. Un niveau concurrent de la politique, ça doit trop opposant politique. Je ne citerai pas son nom, mais c'est un opposant. C'est l'opposant. Le chef de file de l'opposition. Le fils du prédécesseur, si vous voulez bien. Donc, nous, on envoie des courriers à la CIRES pour anticiper, pour demander à la CIRES de faire des travaux nécessaires. Rien du tout. Ils font rien parce que il y a comme objectif de bloquer et d'empêcher Saint-André d'avancer. Saint-André a pris beaucoup de retard. Si vous venez encore à Saint-André aujourd'hui, quand vous sortez de la 2x2 au niveau de la chapelle, petit bazar, quand vous montez, vous verrez l'état des trottoirs, l'état de la route. Ces travaux vont commencer fin du mois, là. Et ça, on veut nous empêcher de réaliser. On voulait nous empêcher de réaliser d'autres travaux. Mais moi, je dis, quand on est en politique, quand on arrive à ce niveau, c'est dangereux. C'est dangereux parce que moi, vous savez, m'y entend, m'y gagne le choc, mais on ne peut pas reprocher à moi d'être aujourd'hui dans une mandature de projet parce que Saint-André l'a besoin. Parce que je connais sur le volet économique, mais je ne connais pas s'il nous va aborder tout à l'heure. Mais arrête pas de dire à la région qu'il y a cette nécessité de rééquilibrer les micro-régions parce que ne peut pas accepter que les Saint-Andréens que m'y reçoivent tous les mardis, de 6h du matin jusqu'à 14h. Mais ne peut pas accepter que l'on a aujourd'hui une espèce de société qui vit entre le 4 et le 8. Et une infime partie qui gagne plus ou moins bien sa vie. Ça, c'est pas une société, ça. Ça, c'est pas une société. Moi, je n'accepte pas que les concitoyens, mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines, mon camarade, eh ben, zot, vous allez toujours sur le bord du chemin. M'a dit Zot tout à l'heure, la révision de mon plume, il demande 20 hectares de déclassement pour des zones d'activité. Et tous les projets que nous sommes en train de mettre en place, tous les projets que va sortir de terre, là,
eh bien, c'est aussi des emplois. Et vous connaissez un emploi, il fait manger 3 personnes, 4 personnes. On en reparle dans un instant. Je vous presse un petit peu, Joël Bédier. Je vous fais de grands signes, c'est pour ça. C'est Le parce que les gens ne le voient pas. C'est parce on va parler d'un autre sujet d'actualité, c'est les violences urbaines. Et puis Fayard, le quartier de Fayard, qui fait souvent parler de lui. Mais là, ça s'est calmé. C'est en raison, vous le pensez, des 2 arrêtés municipaux que vous avez pris. Arrêté 1, arrêté 2. On parle d'un bilan positif, justement. Alors dites-nous. Oui, j'ai constaté comme vous que lors le premier arrêté, il n'y a pas 0 problème. Donc, le lendemain, il y a eu des problèmes. Donc, j'ai dû renouveler et remettre en place cet arrêté de couvre-feu. Et jusqu'ici, il n'a pas eu de problème. Peut-être, mais il touche du bois. Ah, oui. Arrêté municipal qui interdit, on le rappelle, la sortie des mineurs à partir de 22h01. C'est ça, hein? Bah oui. Et donc, il y aura un 3e arrêté ou pas, en sachant qu'on va arriver en période de vacances scolaires bientôt, 1er mars? On est en train de voir parce que, entre-temps, monsieur le préfet a quand même déployé des moyens, des gros moyens. Et bien Vous parlez du gros moyen, c'est-à-dire les gendarmes mobiles qui sont là en renfort aux policiers nationaux, c'est ça? C'est ça. Ouais. Il y a des gendarmes mobiles aujourd'hui qui sont à Saint-André, ce jusqu'à la fin de l'année. Dans le cadre du plan anti-bande. Tout à fait, bien qu'à Saint-André, il n'y a pas de bande. Oui. Mais c'est le plan anti-bande qui permet justement la présence de ces gendarmes dans votre secteur, sur votre commune. Les gendarmes mobiles sont surtout pour assurer la sécurité et surtout veiller à ce que ces mineurs ne fassent pas de conneries. Mais bon, il faut reconnaître que ces gendarmes mobiles-là, en ce moment, travaillent. Et ils ont encore fait hier une descente dans la ville parce que il y a aussi des gens qui gênent les commerçants, qui boivent la même sur place. Tout ça perturbe aussi la tranquillité des commerçants. Les gendarmes mobiles avec les policiers nationaux, donc on le rappelle, dans le cadre de ce plan. Et il y a également un autre outil qui va être mis en place, et ça a été annoncé par la procureure de la République lors de la réunion du CLSPD, c'est le GLTD, Groupement Local de Traitement de la Délinquance. C'est un moyen qui, selon vous, va être efficace également contre... Bien sûr, tout à fait. Ce groupement local du traitement de la délinquance, eh bien... Ça va nous permettre de réaliser un travail fin avec les forces de sécurité et également de la procureure afin de cibler les délinquants. C'est hyper important. On a annoncé donc de couper les allocations familiales. Oui, j'allais vous poser la question parce qu'il y a des élus justement qui préconisent des mesures beaucoup plus radicales. Vous venez d'en parler, la suspension des allocations familiales pour les familles qui hébergent des mineurs isolés mais qui ne rempliraient pas leur rôle puisqu'il n'y aurait pas de surveillance, ou sinon l'expulsion du logement social, ou voire même l'expulsion du territoire pour ceux qui ne sont pas français, comme il y en a eu là récemment, il y en a eu 18 à peu près. Donc votre position là-dessus, je rappelle que pas plus tard qu'hier, le PLR, le parti du Guet-Bello, a fait savoir sa position. Le parti est contre la suppression des allocations familiales. Et vous? Alors, déjà, je voudrais quand même rappeler quelque chose, parce que des fois, il faut rafraîchir la mémoire de monde. L'histoire des mineurs isolés, moi, j'étais le premier à le dire. D'accord ? Et s'agissant donc de la coupure des allocations familiales, moi, je pense que c'est une mesure très populaire. Mais quid des mineurs isolés? Quid de ces enfants livrés à eux-mêmes? Moi, j'estime que nous devons aller plus loin dans la réflexion. Car cette mesure, je ne crois pas que va résoudre les problèmes de fond. Imagine demain, on a un couple, on a des enfants, le monsieur, il commet un crime ou je ne sais trop quoi. Il a commis une faute grave. Et on décide de couper les allocs à la maman et les enfants. Mais qui ça les pénaliser? C'est ça le problème. Parce que quand l'enfant commet des erreurs, il y a une famille qui doit encore élever des enfants. Et ça, moi, je pense que si on veut s'attaquer au fond, concernant les mineurs isolés, c'est un peu comme monsieur le préfet est en train de travailler actuellement. On est sur des sujets qui touchent beaucoup plus le fond que la forme. Plus dans l'accompagnement, du moins. C'est ça, oui. C'est ça. Parce que, en fait, que ça me veut dire,
Ça va dire moi, peut-être que moi, un rêveur. Mais vous savez... Vous êtes un employé de la CAF, un ancien. C'est peut-être la oui. raison pour laquelle vous en parlez. Oui. Vous maîtrisez mieux que nous. Le social m'y connaît. Et ces mineurs isolés, Mediazote, sincèrement, c'est une souffrance. Parce qu'un enfant mineur qui arrive ici, il y en a beaucoup, hein, il dit, allez, il y en a un ou deux, il dit, allez, allez à La Réunion, on sera accueilli à Saint-Louis par une tati. Il retrouve à Saint-André, il ne connaît même pas des fois la personne. Cet enfant, il y en a soi-disant un tuteur légal qui est inscrit à l'école. Le surlendemain, le téléphone que lui donne à l'établissement, il appelle, et puis là, le monsieur Fnaï Mayotte. Ça veut dire que ces enfants-là, les livrer à eux même, et eux, ils vivent une violence en soi. Et Sauf que parfois, ils deviennent eux-mêmes violents, Joël Bédier. Et il faut se mettre aussi à la place des familles, que ce soit à Saint-Louis ou à Saint-Denis, dans certains quartiers, ou à Fayard, à Saint-André ou à Bras-Fusil, qui, eux, sont parfois obligés de quitter leur maison parce que, justement, ils subissent ces violences. J'allais y venir, monsieur Montrouge. Quand on grandit dans la violence, on peut que reproduire la violence. Ça veut dire quoi? Que l'État doit interdire l'arrivée des enfants mineurs ici, parce qu'un enfant médiazotement, un enfant, il doit vivre avec un papa ou une maman, ou au mieux les deux. Donc un meilleur contrôle en amont. Mais bien sûr, ça, il faut... Là, nous ne peut pas voir nous la face. Et pour ceux qui sont déjà là, monsieur Bédier, pour ceux qui sont déjà au sein de ces familles qui sont violents, puisque actuellement, la population ne se plaint pas de ce qui pourrait arriver, mais se plaint de ce qu'il y a déjà en ce moment. Alors, deux choses aussi. Pour ceux qui sont là, ça c'est une très très bonne question. Ceux que Nana a la compétence aujourd'hui des mineurs, via l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Département, oui. Là, le Conseil général doit vraiment travailler sur le sujet, à fond. Et ensuite, l'autre solution, c'est de dire, mais en principe, ces marmailles-là, ces mineurs isolés, il doit avoir quand même un tuteur, quelqu'un qui la recueille à Zot. Effectivement. Et dès lors que ses parents, cette femme, ce papa ou ce couple, ce tonton, cette tati, oui, ils n'assument pas cette garde permanente et affective, eh bien là, on peut faire des choses. Alors, faire des choses, juste un mot, faire quoi? Parce que faire des choses, c'est encore vague, finalement. Donc, là, ne pas couper les allocations familiales, ne pas les expulser de leur logement, et donc, il y a certainement d'autres mesures. Là, justement, dans ces cas-là, quand la personne n'assume pas cette garde permanente et affective, eh bien, là, on peut aller vers des suppressions. Des expulsions, des suppressions. Expulsion, quand on est mahorais, on ne peut pas. Oui. Pas de la Réunion, mais de leur logement, vous voulez dire? Du logement, on parle. Alors ça, c'est un autre sujet. Voilà. Oui. Ça, c'est un autre sujet. Et je l'avais dit à monsieur le préfet, quand on est dans une réunion, on peut parler. Moi, je dis aussi ce que j'ai sur le cœur. J'ai dit que on expulse quelqu'un. Faut le mettre où? C'est ça, vous voir devant la mairie. Ça, c'est très bonne question. Oui. Parce que pour mettre où? Donc, il y en a deux solutions pour la personne. Soit il tombe le lendemain dans les bras d'un marchand de sommeil, ou alors, il vient, il plante un tente devant la mairie. Et il squatte. Bon. Messieurs, il est l'heure pour nous de retrouver nos auditeurs. 99 10 00. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur Bédier, l'animateur et monsieur Montrouge. Bonjour. Là, je vais poser une question que je pense que c'est une question qui ne sera pas posée souvent. Monsieur Bédier, voilà, je pense que vous n'êtes pas vraiment informé de ce qui se passe de votre mairie. Pourquoi? Parce que l'année dernière, votre service funéraire a inhumé quelqu'un dans la tombe de mes parents sans mon consentement. Je suis allée au service funéraire. Ils ne savent pas quoi me dire. J'ai l'acte de concession et j'ai tout. Et là, ça va faire 1 an cette année. J'ai fait un courrier recommandé pour vous. J'ai jamais eu de réponse. Ni un appel, ni rien. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse là. Oui. Parce que moi, si j'ai quelqu'un qui meurt de ma famille, où je vais le mettre? Alors, juste pour comprendre, madame, vous demandez quoi finalement? Qu'on déplace à nouveau cette personne? Non. Moi, je ne veux pas qu'on déplace parce que... Mais alors, vous demandez quoi finalement? Moi, je demande réparation, préjudice moral. Et puis, on était pas bien. C'est un étranger? C'est un étranger qu'on a mis dans Non, c'est pas un étranger, mais c'était une tombe qui nous appartenait. Donc,
pas un étranger, mais on n'a pas demandé l'autorisation, monsieur. Quand D'accord. vous dites que c'est pas un étranger, ça veut dire que c'est un membre de la famille, hein, c'est ça, je vais dire. Oui. Oui, Voilà. c'est un membre de la famille. D'accord. Mais il fallait nous demander quand même. Madame, On a est-ce que je peux récupérer vos coordonnées téléphoniques hors antenne? Oui, bien sûr, mais je pense qu'on va appeler à moi parce que ça va faire un an déjà. Là. Je m'en occupe pour transférer vos coordonnées. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, Ouais. madame. De rien, allez, bonne journée à vous. Merci, au revoir. 02 62 99 12 00, 10 00, pardon, on continue. Freedom, bonjour, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur, je vous écoute. Je l'ai dit, Bonjour, vous monsieur écoute. Bédier. Bonjour. Bonjour, monsieur Yves Montrouge. Bonjour. Voilà, moi, j'ai 2-3 questions à poser, monsieur le maire. Comme la CIRAS est incompétent pour régler le problème de l'eau, est-ce que c'est possible de faire une action en justice pour faire comparaître tous les élus qui devaient gérer ce problème d'eau concernant les tuyaux vétus, les citernes, il manque de citernes pour faire les retenues d'eau et pour la potalisation de l'eau dans l'Est. Voilà. Voilà votre question, monsieur. Oui, Attendez, j'ai pas encore fini. allez-y, finissez les Bon, monsieur Bédier, vous étiez parmi les maires les plus propres de la Réunion. Est-ce que vous en faites toujours partie et j'espère que vous serez toujours jusqu'à la fin de votre mandat. Excusez-moi, je suis un peu soufflé. Mais il n'y a pas de souci, monsieur. Au moins, on a compris votre question. Joël Bédier, je vous laisse répondre à cet auditeur. Donc, est-ce qu'il y a moyen de mener une action en justice contre la CIREST? Plus facile à dire qu'à faire, on dirait. Hein. Oui, mais ce que ce monsieur, il dit, moi, m'y pense un peu comme lui. Mais il dit, ouais, quand on prend des responsabilités telles que maire et, enfin, bref, politique, mais pense que nous devrions être soumis à des choses type des enquêtes régulièrement. Bon, il y a la Chambre régionale des comptes qui quand même... Oui, qui examine, qui vérifie la gestion Qui des contrôle, municipalités. qui contrôle. il faut sur des sujets importants, comme là, par exemple, sur le sujet de l'eau, un gros sujet, parce que on a une affaire de Mouni, il dit pas, de l'eau, il coule pas, ou la pointe de l'eau au robinet, il faut faire ci, mais il y a un problème ici à La Réunion, un problème grave de santé publique, c'est la qualité de l'eau. Ça, tout le temps, il dit ça. On a dit ça avec le directeur de l'ARS. Parce que le jour où on comprendra, ça aussi, c'est un vrai sujet, la qualité de l'eau, parce qu'aujourd'hui, de monde, nous, toutes l'obligés, achètent de l'eau en bouteille alors que nous payons une facture à côté. Mais alors, il faut interpeller la CIRES, il faut obliger ou solliciter la CIRES pour qu'il y ait une meilleure qualité de l'eau. Pour reprendre un petit peu la question de cet auditeur, il y a une action à mener. Mais en fait, la qualité de l'eau, pour travailler sur ce dossier-là, c'est un problème beaucoup plus général. Ça relève aussi de la santé publique, donc de l'ARS. Et j'ai demandé, moi, depuis mon arrivée, qu'on organise des assises sur l'eau. Et des assises sur l'eau, pourquoi? Parce qu'il n'est pas normal que sur un petit territoire comme La Réunion, on a des différences entre ici, là-bas, un y paye plus cher, l'autre n'en a de l'eau, l'autre la pointe. Mais si on était un petit peu plus sérieux, je pense que les élus se seraient mis autour d'une table pour vraiment régler. Peut-être nous considèrent que de l'eau n'est pas un problème. Mais parce que de l'eau n'est pas un problème, m'a dit pourquoi? Parce que souvent, là, ça ne se voit pas. Et quand vous faites un morceau de la route, tout ça, de mon niveau, elle est content avec le maire. Mais sauf que l'eau, c'est la vie et l'eau, c'est la santé publique. En tout cas, avec l'absence de pluviométrie, on s'en rend compte effectivement que c'est un problème qui se pose avec acuité. C'est au même titre que le chômage, que le logement, etc. Mais Joël Bédier, cet auditeur parlait d'une action peut-être à mener contre la CIREST, mais je rappelle que vous êtes vous aussi vice-président de la CIREST et que vous deviez prendre la présidence en 2023 et où ça ne s'est pas fait. Pourquoi ? Ça ne s'est pas fait tout simplement parce que dès le début, après certains parlent, et ils ne sont pas à ma place, mais dès le début, tout début, M. Célie refusait de me parler. S'il tenait 2 mots de conversation avec moi, c'était tout, parce qu'il avait déjà dans sa tête la prise de pouvoir. Moi, j'aime pas ce mot. Moi, je dis toujours, l'homme politique doit incarner la responsabilité et non le pouvoir. Après, ils disent, oui, mais je suis vice-président, c'est normal.
Je suis le maire de la plus grosse commune de l'Interco. Du territoire Est, ouais. Et à partir de là, quand quelqu'un ne veut pas vous parler, quand quelqu'un vous méprise, moi, je ne sais pas quoi faire. Moi, je ne peux pas me mettre à genoux devant. Et je m'occupe de ma ville. Et si j'avais cette chance de pouvoir, comme on l'avait signé, ce protocole, 6 maires ont signé. En juillet 2021, c'est ça? Alors, on a signé 2020. en 2020 pour un changement de gouvernance en 2023, juillet. Ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait, oui. Parce que, en fait, le protocole qui a été signé par l'ensemble des maires n'a pas de valeur juridique en soi. Et, mais c'est quand même un accord. Il y a quand même une entente. Je veux Exactement. dire, votre parole de maire vaut ce qu'elle vaut, quoi. C'est exactement Donc, ça. Ça ne s'est pas fait. Et puis, pour rebondir sur ce qu'a dit l'auditeur, sur la question, justement, on a vu des élus comparaître là récemment encore à la barre du tribunal correctionnel, cour d'appel. On a vu Maurice Gironcel qui doit aller en métropole. Comparaître en métropole en mai prochain dans le cadre d'une affaire Sidelec, en correctionnel toujours. Mais on en a vu d'autres, des élus, Didier Robert, Olivier Warraud, le maire du Port, etc. Mais vous, j'allais dire pas encore. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas de casserole? Pas de casserole, oui, c'est ça, oui. C'est le bon terme. Il a dit pas encore. Par contre, casserole, on ne connaît pas l'avenir. Casserole, mon nana, moi, dans ma cuisine. Ah, bien, voilà. Déjà. On fait la cuisine. Mais en politique, alors. Alors, moi, m'a dit aux autres, c'est quoi mon état d'esprit? Comme elle a été élue maire, le soir de mon élection, moi, j'étais chez moi, je l'ai entendu à la radio. Et là, on s'est dit, là, la responsabilité, ça tombe sur vous. Et il y a quelque chose qui est venu, qui m'a dit, il faut que Joël Bédier, il domine toujours le maire. Il faut que c'est lui qui domine le maire. Parce que si Joël Bédier l'a changé, il sait faire des bêtises. Vous dire, il ne faut pas le pouvoir, il monte à haute tête, quoi. Exactement. Parce que la fille monte dans la tête de certains. Et on l'a vu aussi. Suivez mon regard, vous voulez dire? Ou non, et donc, il ferme son yeux. Et donc, à partir de là, moi, je pense que on voit d'autres villes, on a une petite ville, et courte. Moi, je mange à ma faim. Je mange à ma faim, mon midi, moi. Et moi, on a la santé. Moi, les milliardaires, que ça me ça vol de mon nom encore, mais ça prend de l'argent public. Et donc, en dehors de ça, moi, me dit que, ou de comportement, moi, je suis un père de famille, j'ai des petits-enfants, c'est ça, l'éducation que vous donne, ou de bon comportement. C'est pas de taper un marmaille, ou taper un marmaille, laissez-vous rien, ça. C'est de comportement dans la vie de tous les jours. Imagine, Yves, moi, je travaillais à la CAF, je gagnais, très bien, bien votre vie, oui. Je gagnais ma vie. Oui. Mais imagine, mon garçon, ma fille grandit, mais tu vois, papa, il mène un train de vie, il a telle voiture, souvent il est en voyage. Mais ils vont se dire, papa, il vole. Zeti comprend ça. Et c'est ça l'éducation de notre marmaille? Non. Moi, alors, irréprochable en un mot, c'est ça que vous êtes en train de dire, irréprochable en ce qui vous concerne. À moi, personnellement, je vous dis, sur la tête de tout ce que j'ai de plus cher, jamais l'argent des autres. Mais vous devez être sollicité quand même. Il y a des entreprises qui doivent venir vous voir. Bien sûr qu'il est venu voir moi. On ne donnera pas des noms. Allez, on continue. 02 62 99 10 00. Frida Malo. Oui, bonjour le plateau, bonjour M. Bédier. Bonjour monsieur. Oui, mais une question pose à vous. Vous dites oui, il faut manger à cette fin là. Mais à moi là, m'a fini voir pour deux trucs. Pour le logement et pour un travail. Mais c'est pas pour de la commune. Oui. Le diamant, vous n'avez pas fait. Logement, on a 29 ans qu'il y aura des logements, mais il ne trouve pas. Mon garçon, le budget quitte Saint-André pour aller habiter ailleurs. Il y en a d'autres monde qui gagnent le logement Saint-André. 29 ans, vous faites une demande? Oui, il y a 29 ans. Ça, on peut regarder et comment on appelle ça? Ou ça, on fait la demande de... Service habitat. Oui, c'est voilà, on peut regarder. Mon garçon a quitté Saint-André pour aller habiter ailleurs par rapport à qu'il ne gagne pas un logement. Il ne travaille pas, son madame, il ne travaille pas. Et Malani voit pour expliquer comment faire un télétravail. Ou la diamant, vous ne gagnez pas fait ça. Mais moi, je me pose une question. Est-ce que tout un petit clos sur l'année là dans Saint-André, un vagabond, non? Il travaille dans la commune. Mais moi, mes enfants n'ont pas le droit. On va partir prendre un rendez-vous avec monsieur... Je ne me rappelle plus son nom. Après d'un mois, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais répondu à moi. Mais alors, c'est quoi votre question, monsieur, du coup, pour Joël Bédier?
Pour te dire, moi, je voudrais savoir comment vous faites pour gagner un travail. Dans la commune? Moi, je travaille, moi, je numéro pour mon garçon. Mais pas dans la commune, il connaît, que ça m'a fait une check. Comment faut faire? La demande, il n'est pas fait. Non, c'est pas ça. M'a pas dire ça comme ça. Non, on l'a demandé ça Nous comme l'a ça, fait. M. Bédier. Vous connaissez que nous l'a transmis la demande à. Mais il nous donnera pas de nom. Hein. Oui, il ne donne pas de nom. Moi, je pas de nom, c'est vraiment. Voilà, c'est bien. Et donc, non, les pas du tout comme ça, mais vous connaissez que moi les une personne, ou imagine combien on a doit solliciter. Oui, mais moi, c'est ça. Mais moi, il largue pas le morceau, moi. Mais après, il faut être un petit peu patient des fois. Oui, patient, mais pendant ce temps, comme il regarde, tout le monde gagne la case, gagne ceci, gagne cela, mais à nous, pourquoi nous ne gagnons pas? Monsieur, est-ce que clairement, on est en train de dire qu'on est là du favoritisme? Favoritisme, merci. Moi, je vais aller comme ça. Moi, monsieur, les favoritistes. Il y a 40 000 dossiers en attente quand même au niveau logement. Mais fin de demande, ne gagne pas. Eh ben, on questionne G. Bédier sur ce sujet. Monsieur, merci beaucoup. Favoritisme, G. Bédier, au sein de la commune? Enfin, je ne sais pas comment il faut le dire. Est-ce qu'il y a piston? Est-ce qu'il n'y a pas piston parfois? Non, pas du tout. Parce que, en fait, la commission d'attribution, c'est pas. En fait, souvent, les gens ils croient que c'est le maire attribue logement. C'est pas vrai. Bon, c'est la commission, du moins, qui a une commission. C'est la commission. Il y a une commission dans laquelle il y a le conseil départemental, il y a la CAF, il y a les bailleurs. Il y a une prédominance État aussi, d'après ce que l'État est prioritaire. Ah, d'accord. Ah oui, l'État est prioritaire via la loi DALO. Oui. Et donc, il y a l'État, il y a le conseil départemental, il y a la CAF, les bailleurs sociaux, la mairie, et tout ça, un petit quota. Mais après, vous connaissez, on en a là-dedans. Moi, franchement, je ne conteste pas cette composition de cette commission d'attribution, parce que je pense qu'on en a quand même là-dedans des gens qui connaissent mieux que nous le dossier social d'une personne, le suivi, même le conseil départemental, la CAF, tout ça. Mais à un moment donné, quand on regarde un petit peu le décor, on dit que tout est quasiment urgent. Quand Yves Montrouge vous parle de 40 000 dossiers en attente, les familles qui vivent les uns sur les autres ou qui vivent dans leur voiture pour certains, même si leur cas est urgent, on a du mal à comprendre comment il n'y a toujours pas d'attribution. Oui. Mais dans l'urgence, Nana, ils savent aussi faire le tri parce qu'on en a aussi des gens que les loger dans le parc privé. Oui. Donc, ils considèrent aussi que c'est pas vraiment une urgence. Oui, parce qu'on est là un toit sous tête. C'est ça. Mais quand on dort de l'auto, monsieur Bédier? Et quand on dort de l'auto, normalement, on doit être dans les dossiers prioritaires. Après, il y a le ressenti général, parce qu'il y a des gens qui disent si aussi... la personne il engage une demande auprès de la préfecture au niveau d'ALO, droit au logement opposable, il doit être prioritaire parce qu'on ne peut pas vivre d'un loto. Mais il y a le ressenti général, monsieur le maire, parce qu'il y a des Réunionnaises, des Réunionnais qui disent souvent, ils appellent la radio, qu'ils ont l'impression et qu'il y a des gens qui viennent d'une île, d'une autre île, et qui sont parfois prioritaires par rapport à eux. Alors, là, cette question-là, je vous réponds sincèrement, pour avoir travaillé à un moment donné dans la cellule d'Allo à la CAF. Je vous explique. Les gens, quand ils disent ça, ils croient que c'est le maire. Mais, Maladiaou, le préfet n'en a cette priorité. Pourquoi? Parce que dès lors qu'une famille, qui plus est là, souvent famille mahoraise, que l'est accueillie par des marchands de sommeil, et qui taxe azote, là récemment, on a reçu une personne qui paye 900 € de loyer, et le propriétaire, il fait payer sa taxe foncière. Joli. C'est l'abus. Total. Quand vous dites paye 900 € de loyer, c'est-à-dire là-dessus, il y a une aide de logement à peu près de 600-700 € aussi. Je sais pas. En tous les cas, c'est le montant du loyer qui tombe dans la poche du propriétaire. Le propriétaire, il fait payer la taxe foncière. C'est de l'abus. C'est interdit, pas plus que de l'abus, c'est interdit. C'est hyper abusif. Moi, je sais pas comment qualifier ça. Donc, dès lors qu'une famille vit dans un logement d'un privé, qui plus est marchand de sommeil, où le contrôle a détecté qu'il y a un danger imminent, qui plus est quand il y a des enfants en bas âge, tout de suite prioritaire. Parce que s'il y a un problème, c'est le préfet qui est mis en examen. Alors, je ne sais pas s'il faut le dire de cette manière, mais limite, c'est une astuce, je vais dire. Ça devient. Oui. Ça le devient. S'ils ont compris le fonctionnement, on n'a qu'à dire aux Réunionnais, allez chez un marchand de sommeil pendant quelques temps, et ensuite, la préfecture, ou du moins les services de l'État, vous mettront en priorité pour obtenir un logement. On a raison.
Oui. Alors, mais concernant l'attribution des logements sociaux, Joël Bédier, vous savez, il y a des maires, dont un que vous connaissez bien, je ne vais pas donner son nom, et puis il y a aussi le maire Patrice Tianakoun du Tampon, qui demande à avoir de nouveau la main sur cette commission d'attribution de logements. Selon vous, est-ce qu'il faut laisser, là, comme c'est le cas en ce moment, cette commission qui est multipartite, d'accord? Ou sinon, redonner au maire ce pouvoir d'attribution de logements sociaux? Ce serait une erreur grave. Pourquoi? Ce serait une erreur grave que si on donne demain au maire cette exclusivité d'attribution des logements. Ce ne serait pas gérable, selon vous, en tant que maire, justement, de dire je vais décider de... Vous imaginez qu'on met ça entre les mains exclusivement d'un maire? Est-ce qu'on est à l'abri de gens qui feront de la politique là-dessus? C'est une arme électorale puissante, vous voulez dire? Non, on n'est pas à l'abri, c'est sûr. On n'est pas à l'abri. Ah oui, c'est entre les mains du maire. Est-ce qu'on a toute la science qu'il faut pour comprendre les dossiers qui nous sont présentés? Oui, mais là, le maire, il a les compétences, il a autour de lui son électorat. Qu'est-ce qui peut l'empêcher, justement, de dire vous allez donc profiter en fonction de l'urgence, bien sûr, je vais dire. Clairement, on bien, clairement, d'après la question de M. Montrouge, imaginons qu'on livre 47 logements, on me donne les 47 logements à livrer. Non, c'est inenvisageable. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'il y aurait des dérives. Et quel que soit après c'est ne pas respecter aussi les autres partenaires. C'est que eux, ils ont une vision de la situation des gens. Vous savez, par exemple, la CAF. La CAF est tous les jours sur le terrain. Et la CAF constate, parce que, vous savez, n'importe qui ne rentre pas chez les gens. Même un policier ne peut pas rentrer chez vous. Mais la CAF rentre chez les gens. Et la CAF voit les situations combien urgentes des fois. Et ils le font vraiment de manière très objective. Et c'est ça qu'il ne faut pas perdre. Il faut pas perdre ce côté paritaire de cette commission qui œuvre aujourd'hui. Malheureusement, le problème numéro 1, c'est quoi? On ne construit pas assez de logements. C'est là le problème. Il y aurait eu suffisamment de logements. On préfère mettre de l'argent ici et là, mais sur ce qui est essentiel, le logement, le travail aussi. Allez, on va continuer parce qu'on a pas mal d'appels effectivement et l'heure tourne. Je me demande si on va pas prolonger un peu, mais déjà, on rejoint nos auditeurs puisqu'ils sont présents. Frida Malo? Oui, allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour Francky, bonjour monsieur Montrouge et bonjour monsieur Bédier. Bonjour. Voilà, j'aurais 2 voire 3 questions à poser à monsieur Bédier, s'il vous plaît. Concernant les travaux sur Saint-André, donc sur le bas de l'avenue Île-de-France. Depuis l'année dernière, ça devait être fait. On n'a pas eu de réponse. Avenue Île-de-France. Oui, le bas de l'avenue Île-de-France, tout à fait. Okay. Dans tous les services de la mairie concernés, il n'y a personne qui peut nous donner une réponse précise pour la date des travaux. Ok. Donc, est-ce qu'on aura une date précise? Je vous la donne de suite. Oui. Alors, les travaux, c'est du pont Guste jusqu'à la chapelle Petit Bazar. Oui. Les travaux, vous avez vu, on est en train de mettre en place, il y a des tracés sur le chemin, etc. Tout à fait, et personne n'a été prévenu, aucun commerçant, il n'y a pas de réunion en amont? Non, on est en train d'organiser ces réunions qu'on fait d'habitude avec les riverains et les commerçants. Comment ça se fait que certains n'ont pas été informés alors? Non, on est en train de préparer quelle est la date. D'accord. Et donc les travaux démarrent, on va dire début mars. Début mars, c'est approximatif, parce que nous, si on ferme par exemple pour des vacances ou quoi que ce soit début mars, on doit encore peut-être fermer pour les travaux? Non. Alors, c'est un chantier qu'on a voulu, qui ne gêne pas la circulation. Ça se fera pas sur toute la partie, toute la largeur de la chaussée. D'accord, très bien. On va s'organiser pour qu'il n'y ait pas vraiment de perturbations. D'énormes perturbations, on va dire. Donc vous me dites début mars, alors c'est quand même, on est quand même presque au mois de mars. Alors quand je dis début mars, les commerçants vont se tenir. Quand je dis début mars, vous savez, des fois, c'est des chantiers, ça traîne un petit peu aussi, de la mise en place. Enfin bref, il y a des aléas aussi. Et non, mais vous inquiétez pas. Nous, cette semaine encore, on est en train de trouver une date pour caler cette réunion ô combien importante avec vous. Madame, vous avez une autre question parce que j'ai quand même oui, alors, s'il vous plaît. J'ai une autre question. Alors, pourquoi le compte de certains administrés sont bloqués sur la page?
Le compte des administrés. Sur la page Facebook de la ville, vous voulez dire ? Oui, tout à fait. Ouais. Alors là, je ne comprends pas parce que moi, je vois sur le Facebook de la ville beaucoup de comptes qui nous critiquent, mais qui ne sont pas bloqués. Et ça, c'est une bonne question. Parce que j'ai eu votre directeur de cabinet qui m'a appelé, qui a dit que la situation allait s'arranger depuis l'année dernière quand même. Hein. C'est des comptes qui sont bloqués, c'est-à-dire des comptes bloqués qui ne critiquent les qui n'ont plus accès à la page, je voulais dire ? Voilà, exactement, monsieur Monrouge, tout à fait. D'accord. Alors, on est dans un pays de liberté d'expression, monsieur Bédier. Hein. Monsieur, madame, mais vous avez vu notre Facebook, la quantité de gens qui nous critiquent ? Eh bien, justement, je ne comprends pas pourquoi certains sont bloqués et pas d'autres. Bon, alors, vu qu'on n'a pas de réponse claire, madame, on passe à la troisième question, puisque comme ça, on avance. Alors, excusez-moi, 2 petites minutes. Et la nature des travaux concernera quoi sur l'avenue Île-de-France, sur le Alors, on y revient, l'avenue Île-de-France. Madame, je vous laisse, comme ça, on donne les précisions pour passer à la question suivante. La nature de ces travaux sur l'avenue Île-de-France. Il faut savoir que cette partie de route, avenue Île-de-France, entre Pongus et Petit Bazar, n'a jamais été fait depuis 50 ans. Où arrive, on va voir, regarde l'état des trottoirs. Jamais fait depuis 50 ans. Ça a toujours été comme ça. Et aujourd'hui, la nature des travaux, c'est déjà la chaussée, les trottoirs, des parkings, puisqu'on a fait des acquisitions de terrain pour mettre des parkings en place, parce que le problème aussi, c'est que dès lors qu'on construit des portions de route, là récemment, on a installé des petits potelets pour empêcher, mais à côté de la poste, les voitures prennent possession du jour au lendemain des trottoirs. Et ça, c'est pas acceptable. Oui, il y a même un auditeur qui le relevait ce matin, d'ailleurs, à certains endroits. Il y a même des garages, apparemment, qui garaient leurs voitures sur le trottoir. Oui. Vous menez un combat contre ça ? On a déjà envoyé la police. Verbalisé, je veux dire, déjà, dans un premier temps, c'est pas verbalisé. Dialogue, j'imagine. Prévention, oui, voilà. prévention. De lui dire d'enlever ses voitures, c'est pas le lieu sur les. D'accord. Mais ça s'est dit maintenant. Et à un moment donné, il y avait plus. Et mais là, j'entendais aussi, comme vous, que ça recommence. Et souvent, c'est comme ça. Et donc vous allez renvoyer la police ? Ah ben forcément. Moi, là-dessus, je n'ai pas d'état d'âme. On va encore rentrer dans une discussion, Olivier. Il n'y a pas un moment où on passe à l'étape supérieure. Non, là, effectivement, il a à la répression. Non, mais c'est obligé. C'est obligé. Quand on est sur un trottoir, là, c'est verbalisation. D'accord. Parce que sinon, on met la vie des autres en danger. Hein. Là, je suis désolé, un fauteuil roulant qui passe sur la route, qui se fait écraser. Le piéton, déjà. Oui, déjà. Le piéton. Et le piéton oui, d'accord. Joël Bédier, je rebondis sur ce que vous disiez à l'instant, où, par exemple, pour parler de l'avenue Île-de-France, vous disiez que ça n'a pas été fait depuis 50 ans. Sauf que, vous nous dites ça, et l'opposition dit que. Et pour revenir à la métaphore des casseroles, tout à l'heure, quand je vous demanderai si vous n'avez pas de casserole, vous m'avez dit que vous en aviez dans votre cuisine. C'est peut-être pour cuisiner, parce que l'opposition dit vous êtes un maire manger cuit, et tout ce que vous faites aujourd'hui, ça a été initié par le prédécesseur. Alors, je vais vous dire quelque chose. Au début de ma mandature, en 2020, je me souviens, il fera pas un an parce que c'est un incompétent. Ok. Costume trop grand pour lui. Pour vous voulez dire, c'est l'opposition qui vous disait ça. On parlait de lui, tout à fait. Costume trop grand pour moi. Maire fantôme. Droit dans le mur. Droit dans le mur. Le temps passe, il y a la crise Covid, on travaille d'arrache-pied avec les collaborateurs pour capter ce qu'on peut capter, parce que pendant la crise Covid et post-crise Covid, il y a eu des dispositifs extraordinaires de subventions qui ont été mis en place, plan de relance, le Réactu-Up, etc. On capitalise, c'est la commune de Saint-André qui capitalise le plus, tellement qu'on a été bon dans nos dossiers. J'avais dit 150 millions au lieu de 20. Notamment sur l'ANRU et tout ça. Et là, on enclenche nos projets. Et les projets sortent. Ah ben là, il faut changer de slogan. C'est plus maire fantôme. C'est plus costume trop grand. C'est plus costume trop grand, parce que la fin, il réalise. C'est manger cuit. Je vais vous dire un exemple. 2 exemples. Sur l'ANRU. L'ANRU, c'est simplement une signature d'une convention avec Paris. On va là-bas, on signe. Que ce soit avant Virapoulet, Monsieur Virapoulet, 14-20. Rien n'a été fait. 2014 jusqu'à 2020, vous voulez dire, parce que avant Virapoulet, c'est un petit peu difficile. Absolument. Et vous voyez la vitesse avec laquelle, en 4 ans, nous, on est en train de faire les choses. Et je vous donne un exemple juste pour illustrer tout ça. Nous, on a engagé 70%
des projets en rue. 70% ont été engagés là, à aujourd'hui. Et la fin de l'ANRU, c'est 2019. L'exemple que je vous donne... 2029. 2029. L'exemple que je vous donne, Manger Cuit, Saint-Benoît, Saint-Louis, ils peinent à sortir un projet. Nous, on est à 70% et on a jusqu'à 2029 pour atteindre... Il a même une comparaison. Oui, deux comparaisons. Deux comparaisons, parce que moi aussi, je suis en lien avec la directrice de l'ANRU, souvent quand elle vient pour faire le point, et on nous dit les vérités. On nous dit, mais ça ne se passe pas comme ça ici et là. Et à chaque fois, on nous cite comme exemple de réussite. Alors, on parle un peu beaucoup tous les trois, effectivement, donc on va prolonger ce débat jusqu'à 10h30, cet échange justement avec nos auditeurs. On continue, on marquera la pause publicitaire dans un instant, mais on a d'autres appels qui nous attendent, et tout de suite, 99 10 00. 10h30 pour ce Face aux auditeurs avec Joël Bédier. Allô, bonjour. Allô. Allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y, madame, on vous écoute. Oui, alors j'appelle en tant que... Bonjour tout le monde. Bonjour. En fait, j'appelle en tant que représentante de parents d'élèves, une école, le Comte de Lille. Oui. En fait, ma question est la suivante. On a eu un conseil d'école en fin d'année, en décembre, le 12 décembre 2024. Et on nous avait promis la fin des travaux pour les classes de maternelle avant la fin du congé du BTP. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes le 20 février. 20 février, toujours pas la fin des travaux, c'est ça? Voilà. On n'a pas de suite. Et voilà. On voulait savoir où ça en est finalement. Voilà. D'accord. La question est posée. Joël Bédier, vous êtes au courant de ces travaux École Le Comte de Lille. Oui, tout à fait, que je connais bien. Et on a quand même réalisé des travaux là-bas, des toilettes, enfin bref. Sauf que le Comte de Lille est prévu dans la phase 2 de grosse réhabilitation. Je crois qu'on a pour 2 ou 3 millions de réhabilitation dans l'école, comme on a fait pour la moitié des écoles déjà. Et le Comte de Lille est prioritaire sur la phase 2 de réhabilitation. Je m'excuse, madame, si on n'a pas réalisé, mais il faut pas lâcher le morceau. Il faut nous faire entendre ce qui ne va pas dans cette école, parce que moi-même, je ne peux pas accepter tout le temps. Moi, je suis comme vous. Des fois, quand je suis avec les autres, moi, je râle aussi. C'est où le Comte de Lille? C'est quel quartier? C'est Rivière-du-Mal-et-Bas. Rivière-du-Mal-et-Bas, d'accord. C'est-à-dire que là, vous savez effectivement qu'il y a une deuxième phase qui concerne cet établissement, mais sans trop savoir où en sont les travaux, du moins. Non, difficilement. Les procédures sont en cours. Voilà, moi, je ne peux pas tout savoir sur les petits travaux, mais je sais que je me bats pour qu'on réhabilite vraiment cette école. C'est dans les tuyaux, vous voulez dire. En dehors des réhabilitations des murs et de tout ce qu'il y a comme menuiserie, étanchéité, on mène aussi un combat pour vraiment déminéraliser les cours d'école. Toutes les cours d'école commencent à bitumer. Et aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, on a fait une mesure dans l'école Henri Morange, 60 degrés au sol. Ouais. D'accord. C'est raison pour laquelle vous avez décidé de végétaliser, de replanter. Tout à fait. C'est pas seulement des écoles, d'ailleurs, on l'a vu même en centre-ville, on l'a vu un peu partout. Et il y en a qui vous reprochent en disant qu'il y a plus d'arbres que de parking maintenant. Oui, mais ils comprendront un petit peu plus tard, c'est normal. Les gens ont besoin aussi de se garer à proximité d'un magasin parce qu'ils n'ont pas compris qu'il faut marcher un petit peu, les bons pour la santé. Et il y aura des parkings ombragés après à l'avenir. On en a fait plus qu'il y en avait, des parkings en nombre. Mais seulement, il faut marcher un petit peu. Vous connaissez, par exemple, où veut aller la Poste. Où gare le parking Lamarck, il en a je ne sais combien de places, mais il faut marcher à peu près 100 mètres. Mais on l'a vu de Montégarde devant la Poste. Devant sur le trottoir. Bon, ça, c'est pas propre à Saint-André. C'est propre à tous les automobilistes qui veulent rentrer dans le magasin ou manger directement dans le restaurant avec la voiture. Dis-moi que où fait pas ça. Si, c'est pour ça, mais c'est propre à tout le monde. Moi, elle est en train de préciser, justement.
les propres à tout le monde. Bon, messieurs, nous allons marquer une courte pause et juste après vous retrouver. On rappelle aux auditeurs, on va prolonger cet échange avec Joe Bédier jusqu'aux environs de 10h30. Troisième volet de ce Face aux auditeurs avec Joe Bédier, toujours dans nos studios, Yves Montrouge également, et vous les auditeurs, dans quelques instants. Joe Bédier, ce matin, on a eu quelques auditeurs là durant le baromètre qui ont quand même posé des questions. On va essayer quand même de répondre à quelques-unes, notamment en ce qui concerne les caméras. Il disait que les caméras ne marchent plus à Saint-André. Il y en a combien déjà? Et puis, est-ce qu'effectivement, il ne fonctionne plus? Actuellement, on a à peu près 60-70 caméras. Il y a quelques-unes qui ne fonctionnent pas parce qu'il y a des problèmes Wi-Fi de transmission. Mais non, c'est pas la totalité. Il faut pas exagérer. Les caméras fonctionnent. On a aussi le centre de visualisation qui fonctionne parce qu'il y a des ASVP qui sont derrière un mur d'écran comme ça et qui visionnent toute la journée. Et le soir, c'est transféré vers la police nationale. Je crois que vous avez un problème peut-être au niveau financier concernant l'entretien de ces caméras, non? Et vous avez récemment demandé de l'aide à l'État. Il y a le sous-préfet qui était présent. En fait, l'État aide pour l'investissement. Et après, le reste, c'est nous qui devons assurer. Donc, mais bon, c'est le jeu. Déjà, percevoir la somme en investissement, c'est déjà bien. Et puis, après, s'il y a un petit coup de pouce par-ci, par-là, pour aide à nous, pour le fonctionnement, ce serait bien aussi, parce que c'est pas simple. Mais quand même, on met les moyens et on va encore... C'est justement 60 caméras, et j'allais vous demander, il y en aura d'autres? 70. Oui, on va encore augmenter, plus de 70 caméras. Plus de 70, pardon. Oui, on va encore augmenter le parc parce qu'il y a vraiment un besoin. Et dans certaines zones, il faut aussi faire en sorte que les caméras ne soient pas très accessibles. Oui, j'allais en venir justement parce qu'on avait vu sur les réseaux sociaux, et sans stigmatiser, mais il y a un quartier à Fayard, on a vu des jeunes grimper sur le poteau et aller décrocher carrément la caméra. Donc on fera en sorte qu'ils ne pourront plus le faire. Et on va finir par mettre des drones sur votre commune, Joe Bédier. Si ça continue. Pourquoi pas. Allez, une autre petite question quand même en ce qui concerne notamment la propreté, parce que vous avez quand même fait de votre cheval de bataille de la propreté dans la ville de Saint-André. Certains montrent du doigt la ville de Saint-André qui est donc propre et les écarts moins bien occupés. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, ou alors c'est le même traitement pour toute la commune entièrement, ou certains endroits où c'est plus difficile? Il y a un monsieur qui parlait du chemin colonial, l'embouchure de la rivière du Mât, front de mer de Saint-André. Et il disait que là où c'est entretenu par le département, c'est très propre, mais pas où c'est entretenu par la commune. Il y en a d'autres qui disaient qu'il y a beaucoup plus de nettoyage à une fréquence plus régulière en centre-ville, mais pas chez dans vous, les quartiers. Voilà. Et il parlait de Bras des Chevrettes, qui n'est pas en centre-ville, mais qui disait que là, il y avait une fréquence quand même plus régulière. Mais c'est peut-être parce que vous y habitez, c'est ce qu'il a voulu dire. C'est ce qu'il a dit, donc, absolument. C'est ce qu'il a dit. Et voilà, c'est votre question. Alors, je vais votre réponse, pardon. Je vais déjà répondre concernant Bras des Chevrettes et les propres, parce que c'est là où j'habite. C'est entouré de champs de canne. En fait, la route qui mène vers chez moi, c'est une route départementale et c'est nettoyé par le département. Déjà. Donc pas la commune. Pas la commune. Ensuite, la propreté de manière globale, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été déployés. Et ce matin, j'ai entendu, puisque quand on était dans la voiture en descendant, j'écoutais, il y a un monsieur de la Cressonnière qui a appelé et il a raison. Il a raison. J'ai dit la même chose que lui avec mes équipes, que Zéabi dépasse la case de monde. Fatak, mais connais plus. Fatak, oui, ça même. Fatak, oui. Et donc, je l'ai entendu, et moi, les gens, ils pensent que le maire, il connaît tout, il fait tout, ceci, cela. Mais quand moi, je l'entends à la radio, je dis, il a raison. Il a raison. Et moi, la pousse un coup de gueule récemment en réunion concernant la Cressonnière. On m'a répondu, sans doute à raison. Il y a 2 entreprises de nettoyage qui ont été défaillantes. Et là, on est en train de faire le nécessaire pour les remplacer. Mais ça dépend de la municipalité ou ça dépend de qui? C'est les emplois verts, c'est quoi? On a tout, nous. On a des DPEC. On a des entreprises privées et on a service environnement communal. Et ces 2 entreprises, malgré tout, font un travail.
Et dès lors que les entreprises sont défaillantes et sont en dépôt de bilan, eh bien, pendant ce laps de temps, eh bien, qui plus est en janvier-février, c'est à Bipousse. Et donc, nous l'entraînons de voir ça pour que ces choses-là, parce que jusqu'ici, franchement, Mediazote, m'a mis tire mon chapeau, parce que ça, c'était un point d'honneur, de dire, quand où les maires, maman l'a dit, il faut s'occuper des besoins quotidiens et immédiats. Le besoin quotidien et immédiat, vous connaissez le premier besoin, c'est quoi? C'est les propres autour de chez moi. Les propres autour de chez moi. Parce que, mais ça c'est normal ça, un monde qui habite là, je sais pas moi, il reçoit une famille, sort de Saint-Pierre, devant son casse, dans la saleté, zerbe, léo, il fait mentali. Besoin quotidien et urgent, effectivement. Propre autour de chez soi. Et puis de l'eau dans les robinets. Hein. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure. Bien sûr, mais nous l'entraîne de travailler là-dessus et m'y croit que là, Nana, et m'a tellement poussé un coup de gueule que Nana m'y croit que le lendemain, on envoie une équipe à la Cressonnière, je sais pas, il faut que je passe voir. D'ailleurs, les auditeurs pourront nous faire un retour, justement. Tout à fait. Un autre problème, Francky, c'était un auditeur qui nous appelait ce matin pour le problème des épaves de voitures devant chez lui ou pas très loin de chez lui. C'est ce qu'on appelle les VHU, véhicules hors d'usage. Ça dépend de la municipalité ou ça dépend de la CIREST? C'est une réalité. C'est vrai qu'on est embêté avec tous ces VHU. Et en fait, ça, c'est la compétence un peu de tout le monde. Il y a la CIREST qui fait son travail. Il y a aussi... Les bailleurs sociaux aussi, non? Les bailleurs sociaux, la commune. Mais il y a une, comment dirais-je, une procédure. On n'enlève pas une voiture comme ça. Il faudrait peut-être la simplifier alors, parce que ça prend du temps apparemment, la procédure. Les beaucoup plus compliqués, par exemple, demain, où laisse le véhicule, il roule plus sur la route ou sur un parking. Sur un parking, La démarche de la police, c'est d'aller vérifier qui est le propriétaire. Parce que c'est où qui doit payer l'enlèvement, et pas les contribuables. Comprends-moi ou là? Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc... Mais si on ne retrouve plus le propriétaire ou bien le propriétaire l'a déménagé, il a fini arrivé en France, mais si on le retrouve, on fera l'enlèvement, mais si où est solvable, c'est où que va payer. Prélèvement sur son compte. C'est où que va payer. Si il ne trouve plus à où, il n'est pas solvable, on va l'enlever quand même, mais après vérification, avec un numéro sur le véhicule, et on va le faire. C'est le contribuable qui va payer. On en a tellement de véhicules aujourd'hui que les déposer, qu'on a du mal aujourd'hui à vraiment assumer, à assurer. On a l'impression surtout qu'on n'a pas encore trouvé la bonne solution, Joël Bédier. Parce que là, les formules que vous dites là, au final, faire payer le propriétaire si on le retrouve, ou encore faire des démarches, des recherches pour retrouver le propriétaire. En attendant, le véhicule est là. On est en pleine période de chikungunya. Merci, mon rouge, justement. Donc, en attendant, la pluie tombe, mais en attendant, l'eau stagne. Du coup, la procédure, c'est peut-être pas la bonne. Ou les procédures ne sont peut-être pas les bonnes. Je sais pas. Vous l'avez compris combien l'administration française est compliquée. Ah, mais merci de me le rappeler. Alors, on va continuer, messieurs. 02 62 99 10 00. Freedom, allô? Allô, oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. On vous écoute. Bonjour, monsieur Bédier. Bonjour. J'admire le courage que vous avez pour venir parler sur une antenne radio qui est très écoutée. Je vous admire pour ça. Je ne vous connais pas, je suis une personne âgée. Mais là, ce qui m'inquiète, je suis très inquiète parce que je loge ma nièce qui est revenue de métropole depuis un certain moment et elle est à la CEDIC. Elle cherche dans le privé, on lui dit vous êtes à la CEDIC, on vous prend pas. On n'a pas de logement pour vous parce que c'est la CEDIC, vous êtes payé par l'État, quoi. En gros, c'est ça. Ce qui m'inquiète beaucoup, si jamais là elle est logée chez moi, elle dort par terre sur un matelas, je ne comprends pas pourquoi. Et je sais que c'est pas votre. Vous êtes peut-être, vous avez les mains liées aussi. Dans certains domaines, vous ne pouvez pas intercéder pour ces personnes-là. Mais moi, ce qui m'inquiète, demain matin, moi, je suis logée dans un logement social qui est très bien. Je dois féliciter ce bailleur social qui j'habite dedans depuis 2004. Alors, madame, dites-moi votre question parce qu'on est pris par le temps. Oui, voilà.
ce qui m'inquiète, c'est que si demain matin il m'arrive quelque chose, ben je sais pas moi, on attend toujours un certain âge qu'on va partir quoi. Ce qui m'inquiète beaucoup et ça me fait très mal au cœur, si jamais il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que cette personne va devenir? Votre nièce, vous parlez, hein, qui est logée gratuitement chez vous. Voilà, exactement. D'accord. Madame, merci pour ça cette... m'inquiète beaucoup. Eh bien, merci pour cette question. Je ne sais pas si Joël Bédier, vous allez pouvoir répondre, parce que là, c'est plus une affaire qui concerne le bailleur que la commune en elle-même. Bien sûr. Moi, déjà, je souhaite longue vie à cette dame. Et c'est une question qu'elle se pose parce qu'elle s'inquiète. C'est sa petite fille. Sa nièce. C'est sa nièce. Et c'est toujours le bailleur qui décide d'accorder, d'attribuer un logement qui est commission libéré par une d'attribution personne surtout. qui décède. Voilà, parce que ce qu'elle laisse entendre, c'est que si demain elle disparaît, que deviendra sa nièce? Oui, Joël Bédier, je vous donnerai même un avis qui a été amené à l'antenne où justement un homme est décédé et son proche qui habitait avec lui a été mis à la porte. Parce que, justement, lui a été logé gratuitement, il n'habitait pas là. Bailleur social. Hein. C'est dramatique. C'est dramatique parce que moi, m'y pense, m'y diazote, comme m'y ressent. Hein. Après, les bailleurs qui écoutent ce matin, il peut critiquer à moi. Mais moi, m'y dit qu'une personne qui vit là, après, il dépend du logement, du type de logement. Oui. Mais on peut pas exclure cette personne. Il faut trouver soit, si le logement correspond à la composition de la personne, de la famille, ou sinon il faut trouver un logement parce que c'est exclure une personne qui a vécu quand même là, qui a des attaches et tout ça. Mais après, n'allez pas comme ça. Ça, c'est le côté moral. Mais la réalité est tout autre. Hein. La réalité est tout autre. Exactement. Ouais, tout à fait. Au niveau de logements social, Joël Bédier, est-ce que vous, dans votre programme, est-ce que vous en avez? Vous allez en livrer beaucoup? Oui. Parce qu'on a beaucoup parlé de l'ANRU, mais ce que les gens retiennent de l'ANRU, c'est que vous avez démoli la salle des fêtes. Oui, jusqu'à côté de la petite surface. Là où il y a la place du marché forain. Oui, ça s'est entretenu aussi par certaines personnes qui ont besoin aussi d'exister, de parler. Ça, c'est normal. Vous parlez à nouveau de l'opposition, là, Joël Bédier? Pas forcément, mais en quelque part, oui. Vous avez un peu compris. Vous dites que la salle des fêtes était devenue une verrue. Mais la salle des fêtes, avant mon arrivée, n'était plus praticable. Elle était obsolète et ne remplissait plus du tout les conditions de sécurité. Il n'y avait plus d'événements de la 3e jeunesse? Il n'y avait plus rien? Il n'y avait plus rien. D'accord. C'était fermé, interdit. D'accord. Et donc, il a fallu, à un moment donné, vous imaginez, réhabiliter un lieu comme ça, combien ça nous aurait coûté. Donc, aujourd'hui, il faut faire aussi... Quand il y a eu la démolition, vous voyez les gros pylônes? Oui. Figurez-vous qu'il y avait là des ingénieurs qui étaient là. Quand ils ont vu ça, ils ont eu des frissons. Pourquoi? Parce que c'était des buses entassées à une chilote. Mais remplies? Remplies de béton? Pas du tout, rien. Complètement vide? Complètement vide et sans ferraillage. Ah, d'accord, ça on ne savait pas. Là, vous nous apprenez quelque chose, là, Joël Bédier. Ça, je vous le dis. Parce que là, ça veut dire qu'il y avait un risque d'effondrement. Enfin, je ne vais pas dramatiser, mais... En fait, il y aurait eu une petite secousse sismique. Oui, risque d'effondrement. Il n'y a rien qui tienne des buses les unes empilées sur les autres. C'était devant les yeux de tout le monde qui était présent. D'accord. Et donc, vous avez démoli la salle des fêtes. Il y a un grand projet qui s'appelle l'îlot Grand Place. Et il va y avoir donc là des commerces, il y aura des logements aussi, mais je crois que c'est un projet privé, c'est ça? Là, c'est la société ICAD qui va entreprendre la réalisation d'un grand bâtiment commercial. Mais tout ça bien réfléchi. Vous savez, aujourd'hui, nous, on ne fait plus les choses comme ça. Là, ils ont travaillé étroitement avec le Super U, parce que si on arrive sur la place aujourd'hui, on va regarder Super U tourne le dos à cette place. Et nous, on ne voulait plus ça. Nous dit Super U doit s'ouvrir sur la place. Et là, Zala tombe d'accord. Super U va aussi s'agrandir de 1000 et quelques mètres carrés. Et s'ouvrir sur la place et sur le bâtiment de le projet ICAD. D'accord. Voilà. On rappelle que vous avez démoli la salle des fêtes, mais vous allez démolir tout ce qui entourait la salle des fêtes également. Tous les logements, tous les commerces, Ce qui nous laisse au sol... Le centre commercial qu'on appelait ça avant. Voilà, 7000 mètres carrés. D'accord. Et donc, dans ce bâtiment d'ICAD, il y aura des commerces au rez-de-chaussée, des bureaux
à l'étage et des logements. D'accord. Donc c'est un projet assez complet qui donnera aussi sur ce qu'on appelle la grande place. Saint-André disposera de la plus grande place de la Réunion. C'est 4000 m². Parce que quand on démolit le bloc A, il nous reste 2 ou 3 acquisitions à faire. Quand on le démolit, on ne reconstruit plus rien. Parce que moi, je voulais une grande place. Parce que la ville, c'est aussi ça. La ville, c'est pas simplement un endroit où on vient pour acheter, pour dépenser. Des fois, on peut dire, nous sommes à carré, la grande place, nous trouvons camarades, nous cause, l'événementiel. Un espace de vie, alors. Un espace de vie, d'échange. Mais si on continue, il nous reste 10 minutes presque avant 10h30. On a des auditeurs qui nous attendent. Ils sont bien patients ce matin. Freedom, allô ? Allô, bonjour ? Allô, allô ? Oui, monsieur, Mikotao. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Radio Freedom. Bonjour aux auditeurs. Moi, en tant que Saint-Andréen, j'aimerais juste rappeler aux auditeurs que l'avènement de nombreuses nouvelles préoccupations sont identiques à toutes les communes de l'île et non pas seulement à la ville de Saint-André. Et sur certains points, notamment, je trouve que la ville a une modification en profondeur pour le développement économique. Et ça, je tiens à saluer la mairie de Saint-André parce qu'on reconnaît l'attractivité du Colosse qui est très fréquenté, notamment le week-end, par de nombreuses familles venant des villes. Et aussi, moi qui fréquente beaucoup le stade Sardagariga, il y a des rénovations qui ont été réalisées, notamment sur les équipements périscolaires, etc. Donc je viens à ma question, et ça je souhaiterais aussi féliciter monsieur le maire, et vous souhaiter une continuité dans ces belles actions pour le contribuable Saint-Andréen. Ma question, monsieur le maire, c'est par rapport à la rénovation énergétique, et notamment liée à la forte chaleur des écoles communales. Est-ce que ces rénovations concernent l'ensemble des écoles de la ville, ou partiellement certaines écoles ? Et quelle serait votre vision future par anticipation de ce problème, notamment les chaleurs ? Oui. Merci pour votre question, monsieur. Rénovation énergétique au sein des établissements scolaires. Alors, ma vision future, c'est déjà de déminéraliser toutes les cours d'école. Planter des arbres aussi, parce que j'ai toutes les écoles, hormis quelques écoles quand même. J'ai vu, récemment, j'ai été visiter l'école... la rue de la Gare, là, comment ça s'appelle ? Paul Herman. Paul Herman, oui. Paul Herman qui Vous étiez avec le préfet, d'ailleurs. Avec le préfet, qui est en réhabilitation. Cette cour d'école, moi, je la trouve très végétalisée. Ça, c'est bien. Mais toutes les écoles, quasiment... C'était une mode à l'époque. C'est pas que à La Réunion. Même en métropole, j'ai rencontré des maires qui me disaient... nous aussi, on a fait ça. En bitumé. Parce qu'ils nous disaient, à une époque, vous avez des arbres, c'est embêtant parce qu'il faut nettoyer, parce que les feuilles tombent. Ensuite, surtout en automne en métropole, oui. Voilà. Et donc aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, on a compris, il faut aller vite. Moi, dès mon arrivée, on a enclenché ce dossier, mais dans l'administration, quand on pose un dossier là, c'est dans 3 ans. Donc là, nous va entreprendre ça. Ensuite, on va poser des panneaux de photovoltaïques sur toutes les toitures de nos établissements. Et avec ça, on est en train de mener une opération qui est quasi à 80% de brasseurs d'air dans les classes et de faux plafonds. Il y a plein d'actions comme ça parce que souvent on me dit ça. Aujourd'hui, dès qu'on a un projet, il faut tout de suite on pense à la part écologique. Parce qu'il ne faut pas croire que ce qui arrive les autres, ce que nous voit aux actualités, c'est que pour les autres. Il peut arriver, va arriver à nous. Mais les brasseurs d'air, actuellement, dans les établissements scolaires, on a pu entendre certains élèves monter au créneau. Les conditions pour apprendre, là, sont assez compliquées pour eux, là. Dans les établissements où il n'y a pas de brasseurs d'air, j'ai vu aussi, il y a eu des mouvements dans les lycées, c'est ça. ça. C'est très compliqué. Oui, mais alors, est-ce qu'il y a des solutions là maintenant ? Parce qu'au départ, il y a le conseil régional qui avait informé qu'il y avait 50 millions 50 millions, le montant pour la réhabilitation des établissements, des lycées, collèges, qu'il y avait une partie qui serait donc réservée pour l'installation de brasseurs. Mais la chaleur, elle est là en ce moment. Exactement. Mais se pose aussi en fond le problème du calendrier scolaire. Ah oui, on y revient. Entre nous. Avant de rentre l'école... Mois de mars.
Mois de mars. Oui. Aujourd'hui, Marmaille, en plein été, c'est le problème, c'est la question fondamentale. Mais alors, déjà, donnez votre avis, Joël Bédier, pour ou contre un retour au mois de mars Moi, je suis pour un calendrier adapté à notre... D'accord, mois de mars. Conditions climatiques de la Réunion. D'accord. D'accord, donc... Oui, Joël Bédier, non, et puis pour répondre à ce monsieur, donc on a des visions là-dessus, monsieur. Vraiment, ne vous inquiétez pas. Moi, je suis ça de très près parce que les conditions de travail de nos enfants, des enseignants et du personnel communal, pour moi, ça a une importance parce que l'école, c'est un lieu où on ne plaisante pas. Là, on fait pas de politique. Là, il faut donner vraiment toutes les bonnes conditions pour que les enfants réussissent. Et l'avenir, c'est aussi de préparer tous les efforts qu'on doit faire à ce niveau-là. Oui. Yvon Rouge. Oui, une question, effectivement, parce qu'on était dans le bilan, on était en même temps un peu dans les projets aussi, puisqu'on a parlé des lots Grand Place, démolition de la salle des fêtes. Joël Bédier, je sais, quand vous êtes arrivé, au bout d'1 an, 2 ans, vous avez investi concernant la revalorisation du personnel communal, revalorisation financière notamment. Vous avez mis, je crois que vous mettez 10 millions, vous avez mis 10 millions, ou vous continuez. Mais malgré tout, Joël Bédier, on me dit qu'il y a un taux, il y a des arrêts maladie, un nombre important d'arrêts maladie à la mairie de Saint-André. Comment expliquez-vous ça ? Ils sont mieux payés, mais ils tombent malades quand même. Grosso modo, c'est ça. Moi, je dis toujours, vous savez, un congé maladie est prescrit par un professionnel de santé, un médecin en l'occurrence, et je ne peux pas contester. Non, pas contester, mais une réflexion, parce que quand il y en a 1, 2, on tombe malade, Joël Bédier, on ne va pas dire que les gens n'ont pas le droit, mais quand vous avez quand même un certain nombre, ça ne vous interpelle pas quelque part Si. Est-ce que c'est dû à une pression, mise au placard, vous avez fait une chasse aux sorcières quand vous êtes arrivé ? J'ai licencié personne, je n'ai pas fait de chasse aux sorcières. On a essayé de me faire comme les autres, c'est-à-dire un tel, il faut déplacer, l'autre non. J'ai dit, pas eu de règlement de compte politique, non ? Pas du tout. D'accord. Personne ne peut dire ça. Je ne peux pas faire ça parce que moi, je suis un être humain avant d'être un maire. Et donc, moi, ce que je crois, c'est que il y a aussi cette pyramide des âges et l'usure de certaines personnes. Vous savez, ces femmes qui souvent partent, je les croise des fois dans des écoles, des fois le bras tordu, qui ont travaillé 43 ans, 44 ans avec des enfants toute la journée écrits, qui plus est, ou les confronter aux enfants, mais quelquefois aux parents, des enfants qui tombent, qui pleurent, qui veulent... Tout ça, moi, m'y pense qu'on ne peut pas non plus faire l'impasse et de dire que la ville était facile pour eux autres. Surtout, quand m'y arrive en 2020 et que m'y voit l'état dans lequel il est et comment il paye aux autres. Le pire que m'en a vu, 43 ans de service, 692 euros. J'avais vu ça, oui. Ça, quelques euros, oui. Ouais, comme elle a vu ça là, le lendemain, m'a dit, si nous ne mettons pas un plan en place, moi, m'y rentre la case. Moi, m'y rentre la case, m'a pas ni là pour ça, moi. La dignité des gens, ils jouaient pas avec ça. Et donc, nous, la mettre 10 millions. Quand j'ai mis 10 millions, eh bien, l'opposant l'a déposé une plainte à la Chambre régionale des comptes disant qu'on n'a pas les moyens. On va foutre la mairie les finances communales dans en le rouge. rouge. Mais je vais vous dire sincèrement, on l'a pas mis dans le rouge. Mais à la limite, je m'en foutrais. Mais il y a eu une alerte quand même, Joël Bédier, une alerte de la préfecture concernant les finances communales. Je crois que c'était l'année dernière. Alors, cette alerte, déjà, rappel à Zot que quand j'ai vu le sous-préfet, monsieur le sous-préfet m'a dit, ce n'est pas normal, déjà, quand vous recevez un courrier comme ça, que c'est tout de suite entre les mains de l'opposition. Et c'est déjà sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux. Et il me dit, mais c'est inacceptable. Moi, je lui ai dit, monsieur, mais comment ? Parce qu'en principe, c'est juste une alerte, c'est des alertes qu'on fait... Il y avait 8 communes concernées à ce moment-là, oui. Oui, bien sûr, parce que en fait, c'est quoi le problème ? On est une mairie qui a entrepris beaucoup de projets. Donc, il faut de la liquidité, il faut de l'argent, il faut du cash. Mais comme les subventions n'arrivent pas tout de suite, on est obligé de faire des prêts. Des prêts relais, des prêts qu'on rembourse assez rapidement. Ça veut dire que on sent là une fragilité. Si on veut être tranquille, qu'est-ce qu'on fait ? On fait rien comme avant. Et on a un petit matelas.
Et on se vante d'avoir de l'épargne. Mais en attendant, Cabri mange salade. Donc, vous avez plusieurs projets, Joël Bédier, donc vous avez engagé déjà pas mal de choses. Et on vous a vu récemment inaugurer une piscine. Et vous vous êtes payé un petit bain à 2,5 millions, c'est ce que vous disiez. Et dans le même temps, il n'y avait pas de l'eau dans les robinets. Ça ne pouvait pas prêter un petit peu... Qu'est-ce qui vous fait sourire, Joël Bédier? Dites-moi, c'est le 2,5 millions ou les 250 000 de la mairie Non, mais c'est le petit bain. Et effectivement, après, les gens la reprochent à moi aussi, que me les rentrer dans la piscine avec un caleçon sans bonnet. Un caleçon sans bonnet, tout ça. C'est pas interdit, ça? Si, mais tu ne connais pas. Bon, allez, on fait l'impasse. Et du coup, alors, ce stade, cette piscine, Michel Debré? On me l'avait dit quand même. Ouais. Donc, c'était quoi la question? Non, la question, vous étiez dans l'eau, en même moment il n'y avait pas d'eau, c'était problème de sécheresse, etc. Ça faisait ça a fait un peu désordre quand même. Il faut pas mélanger les choses. Et vous avez expliqué que c'est une eau qui n'est pas gaspillée, parce que c'est la même eau qui est recyclée. Bien sûr, une piscine, ça fonctionne comme ça, c'est du renouvellement en permanence de l'eau. Et au contraire, quand il fait chaud, les jeunes, les personnes ont besoin d'aller à la piscine. Est-ce qu'ils y vont là justement? Est-ce que déjà, vous pouvez nous dire si elle est fréquentée suffisamment? Oui. Donc c'est un plus. C'est un plus. Elle est très très bien fréquentée, notamment toutes nos écoles bénéficient aussi de cette belle piscine qu'on a rénovée. 2,5 millions, c'est pas rien. Après, il faut en construire d'autres. Moi, je pense que Saint-André mérite une deuxième piscine. Vous avez parlé de révision du PLU, plan local d'urbanisme. C'est un document stratégique qui conditionne l'aménagement du territoire communal. Et quand on dit PLU, révision du PLU, on pense déclassement. Mais vous, j'ai cru comprendre que vous avez reclassé certains terrains, et notamment des terrains qui appartenaient à votre opposant politique. Aujourd'hui, le PLU est un document qui est entre les mains des services compétents, entre autres l'État et tout ça. Vous savez, quand on révise un PLU, c'est préparer l'avenir, c'est l'aménagement du territoire. Et dès lors que, je ne sais pas qui, moi, j'ai pas envie de mettre des noms, peu importe les noms, mais dès lors qu'on a du foncier et qu'on garde sous le coude pendant 15-20 ans, foncier constructible, mais ça fausse tout. Parce que quand on révise un PLU, on a tant d'hectares pour aménager, pour déclasser. Mais si ceux qui ont des terrains et qui ne font rien, qui n'ont pas de projet, ça veut dire que... Vous le rendez à l'agriculture. L'agriculture, dès lors qu'on prend, par exemple, 1 hectare là, il faut systématiquement compenser pour rendre à l'agriculture. Et dans ce jeu-là, moi, j'ai le courage politique de le faire. Je ne sais pas si c'est lui, ce sera... Mais il y en a plein. Vous n'allez pas à vous faire des amis, en tout cas. En fait, si les gens comprennent bien le fond de cette responsabilité et ce courage que j'ai, ils doivent se dire, mais lui, il travaille pour l'intérêt général. Et non pas parce que c'est un tel, il attend un jour peut-être, mais c'est sous le coude, c'est là, ça vaut de l'argent. Dans ces conditions-là, comment on continue à aider l'agriculture? Moi, je dis, à La Réunion, là, si nous pouvons avoir une fierté, c'est grâce à l'agriculture. Vous connaissez la balance commerciale, nous, à peu près, c'est du 90-10. Nous importons 90% de ce que nous consommons. Joël Bédier, je pense que ça va peut-être être une des dernières questions. Je ne sais pas, par rapport à l'heure, on verra. Absolument, on y est là. Concernant le bilan, vous êtes arrivé, il y avait des projets qui étaient déjà là, enfin, en tout cas on en a parlé beaucoup. C'est Port Sec de Bois-Rouge, Hôtel Flottant, Parc du Colosse, aller chercher les eaux en profondeur pour les vendre aux pays arabes. C'en est où? Ces projets sont à quel stade aujourd'hui? Et vous-même, vous avez d'autres projets, la gare, AERT, c'est un futur centre culturel, c'est ça, un peu la Cité des Arts. Il y a la Maison Valiamé, il y aura d'autres projets, Jean Campus, Université à Colosse, lycée des métiers de l'hôtellerie, etc., etc. Déjà, sur la première partie de ma question, les projets qui étaient de l'ancienne municipalité, les grands projets stratégiques. Vous avez 2 minutes pour répondre à tout ça. Alors, non, Monsieur Montrouge, moi, je ne suis pas un rêveur. Je ne suis pas un rêveur. De toute façon, il est connu que ce projet de port en eau profonde était irréalisable. Ça coûte 1 milliard
Et sur la zone de Bois-Rouge, rien n'est possible parce que c'est en zone inondable. Donc on a vendu du rêve parce qu'il fallait faire des élections et tout ça. Nous, on est dans le concret. On est dans le concret. Quand on révise notre PLU, on demande aussi, en dehors de ce que j'ai déjà dit, je vais donner la priorité aux petites demandes qui ont été sacrifiées à une époque pour les grosses demandes. Mais ces petites demandes pour faire un petit case pour le marmaille, ceci, cela, ça, m'en a demandé. On n'a plus beaucoup de temps, je résume quand même la deuxième partie de ma question, Francky. Rapidement, puisque la pub elle va péter dans un instant. On va être, alors, donc on n'aura pas le temps de parler de tous les projets que j'ai énoncés, mais on en parle quand même assez régulièrement sur notre site, freedom.fr. Joël Bédier, tous ces projets vont certainement nécessiter un deuxième mandat. Vous serez candidat, je le pense, en 2026. Il y aura face à vous certainement Éric Fructeau et peut-être sans doute Jean-Marie Virapoulet, ça c'est sûr, et peut-être le frère Laurent Virapoulet. Quel est le candidat que vous redoutez le plus ? Moi, je suis serein. J'ai un travail que je dois assumer jusqu'en 2026. Je ne suis pas du tout là aujourd'hui dans la polémique. Parce que quand on m'a donné cette responsabilité, on m'a dit, ben voilà, prenez-la et assumez-la. Et moi, je suis quelqu'un comme ça. Moi, j'ai des valeurs. Je suis un militant de longue date. Je ne trahis pas mes valeurs. Et j'irai jusqu'au bout en 2025. En 2025, c'est la démocratie qui le veut. 2026. 2026. C'est la démocratie, elle est comme ça. On repart devant les électeurs. S'ils considèrent que les choses se sont plutôt bien passées, ils me reconduisent. Je serai candidat, Monsieur Montrouge. S'ils considèrent que c'était pas bien, en tous les cas, moi, j'aimerais bien faire un deuxième mandat pour continuer les nombreux projets que j'ai dans les tiroirs. Enfin, pas dans les tiroirs. Que vous avez déjà engagés, oui. Qui sont déjà sur la table. Messieurs, merci beaucoup. Merci Joël Bédier d'avoir été notre invité ce matin, d'avoir répondu à nos auditeurs, d'avoir répondu à nos questions. On espère d'autres rendez-vous dans les prochains mois. Yves Montrouge, merci également d'avoir été présent avec nous ce matin pour ce Face aux auditeurs. Et d'autres rendez-vous vous attendent, les auditeurs. 02 62 99 12 00 dans un instant.